but, c'était pouvoir aller jusqu'au bout pour son pays. Pouvoir aller jusqu'au bout, risquer sa vie. Le patriotisme, c'est quelque chose qui est chevillé au corps de cette génération. D'abord parce que la nation, la patrie, c'est quelque chose de très tangible. Donc évidemment, du fait de sa tradition familiale et de sa tradition intellectuelle, de l'éducation qu'il a reçue aussi au collège, le patriotisme fait partie intégrale de son éducation. Jean-Élie Samar était évidemment sorti de Buchenwald et du satellite de Langenstein extrêmement marqué. Il a porté cette épreuve et cette blessure en silence pendant des dizaines d'années. Et il en parlait de manière que j'ose qualifier de très intéressante, notamment pour les jeunes générations, comme la mienne, qui n'a pas connu cette expérience, parce qu'il en faisait un récit qui était le récit d'une aventure hors du commun, une aventure extrême, une aventure complexe et finalement très révélatrice de la nature humaine. Elie Samar rentre de Buchenwald et il est très déphasé, ils se sont très étrangers en France, parce que le monde a repris son cours et c'est une histoire classique, mais le soldat qui rentre du front, le prisonnier qui sort de plusieurs années de prison, l'officier qui rentre de longues années outre-mer, tous ces hommes sont complètement décalés par rapport à la société civile. Je pense qu'en Indochine, il a prolongé son engagement. Donc c'était un soldat, et donc l'armée là-bas, effectivement, se battait contre le communisme, contre le Viet Minh, mené par Ho Chi Minh, mais largement soutenu par la Chine. Et puis très vite, je pense qu'il s'est battu pour l'Indochine. Vous savez, il y a un très beau mot du général Delattre, à la mort de son fils Bernard. Quelqu'un lui a dit « Bernard est mort pour la France » et il a dit « Non, Bernard n'est pas mort pour la France, Bernard est mort pour l'Indochine ». Et il admirait beaucoup la résolution de ces soldats de rester fidèles à la France, qui ne devait pas être si haïssable que ça, pour que des partisans acceptent de la servir. Et ces soldats le faisaient évidemment au péril de leur vie, mais aussi au péril de leur famille. Alors, l'engagement d'Élie, c'est un engagement qui est fondé sur le courage et aussi sur la loyauté. Il est un soldat et ces valeurs-là sont importantes, la loyauté et le courage. Et pour la première fois de sa vie, probablement, il est obligé, à cause de sa loyauté vis-à-vis de l'armée, c'est-à-dire des autorités civiles, militaires mais aussi civiles, il est obligé d'obéir. Il obéit à un ordre qui est celui de se replier et donc d'abandonner les populations dont il assurait la protection depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il le fait à son corps défendant, il le fait la mort dans l'âme au sens propre du mot. Il a raconté la fameuse scène d'habitants s'accrochant au camion, sachant que leur mort était inéluctable et que le Viet Minh allait se venger sur eux de la présence des Français. Et il est obligé de donner l'ordre à ses soldats de donner des coups de crosse pour que les habitants lâchent prise. C'est une scène de tragédie grecque, évidemment, qu'il a si bien racontée parce qu'elle a été la première déchirure en lui, du soldat qu'il était, de savoir à quel moment l'obéissance d'un soldat qui doit être totale rencontre bien la conscience dont la liberté aussi doit être totale. Donc un vrai dilemme cornélien que ce jour-là il a résolu en obéissant aux ordres de la cité, pour parler comme dans une tragédie grecque, au détriment de sa conscience. Ses valeurs, c'était essentiellement pouvoir être fidèle à son idéal, à ses rêves de jeunesse, fidèle à ce que lui avaient transmis ses parents,
fidèle à ce que lui avaient transmis certains professeurs, fidèle à tout ce que lui avaient transmis les personnes qui avaient compté pour lui. Dans la tragédie grecque que vit Élie de Saint-Marc, l'acte 1, c'est effectivement d'obéir aux ordres civils et militaires en abandonnant les villageois du nord de l'Indochine. Acte 2, l'Algérie, dans une situation assez différente sur le plan politique et militaire, puisque la France était victorieuse militairement en Algérie, alors qu'elle avait été défaite en Indochine, ou du moins mise en très très grande difficulté. Et en Algérie, dans un contexte différent, il sent poindre de la même manière un abandon des populations et un abandon voulu par le pouvoir politique. Et donc il voit poindre à nouveau une deuxième décision douloureuse à prendre. Il est au premier REP, au premier régiment étranger de parachutistes, comme commandant adjoint. Et effectivement, il prend la décision de désobéir. Là, c'est plus l'obéissance au pouvoir qui l'emporte, c'est sa confiance personnelle. C'est la victoire d'Antigone sur Créon, cette fois-là. Mais c'est un homme plus mûr qui fait ça aussi. Le temps a passé. Le temps a passé, le temps lui a aussi donné l'occasion de réfléchir à cette situation algérienne qui est assez différente de l'Indochine, où effectivement on a confié à l'armée des tâches épouvantables. On lui a fait faire les pires métiers, on lui a fait faire le métier des tâches de police aussi. La bataille d'Alger l'a beaucoup marqué, et le pouvoir politique s'est déchargé et lavé les mains s'est déchargé sur l'armée pour faire les tâches de rétablissement de l'ordre. Et tout ça l'a beaucoup marqué, tout ça a accentué ses états d'âme, en se demandant vraiment quelle était la mission d'un soldat. C'était pas seulement de faire la guerre, mais tout d'un coup ça devenait aussi celle d'être quasiment le supplétif de l'administration défaillante. Et quand il sent qu'effectivement le pouvoir politique tout d'un coup va demander à l'armée de renoncer à tout, il va s'insurger. Et c'est parce que le général Schall lui demande, lui et pas un autre, de le suivre dans la sédition, dans la désobéissance, il faut dire les choses par leur nom, qu'Élie de Saint-Marc accepte. C'était une prise de pouvoir limitée, dans un but précis, et pas la mise à feu et à sang d'un pays, je pense. Ça, c'est pour l'aspect raisonnable d'Élie de Saint-Marc. Et puis l'aspect passionné, c'était aussi de sortir par le haut et peut-être par un beau geste. Difficile avec Élie de Saint-Marc d'avoir pu vraiment déterminer son état d'esprit à ce moment-là. Mais il y avait aussi une manière de sortir de cette aventure algérienne qui avait été si longue et si douloureuse par un geste dont il pensait qu'il lui permettrait de sauver l'honneur. Après cette aventure douloureuse de l'Indochine, cette décision douloureuse d'abandonner les gens dont il avait reçu la confiance, il lui a semblé que c'était une manière de sortir par le haut de ce bourbier, avec des précautions. Le général Schall lui avait assuré qu'il n'aurait pas à tirer un coup de feu, par exemple, sur d'autres Français. Et c'est pour ça qu'Élie de Saint-Marc a pris cette décision si grave pour un soldat, qui était de prendre les armes contre les autorités de son pays, et qu'il a engagé le premier régiment étranger de parachutistes dans le bush d'Alger. Il parlait de son histoire avec une très grande douceur. Il n'était pas du tout haineux à l'égard de ses bourreaux quand il parlait de Buchenwald. Et vis-à-vis de la guerre d'Algérie, il pouvait avoir des jugements assez sévères, bien sûr. Mais il en parlait aussi avec une certaine bienveillance. Il avait une altitude, il avait une hauteur d'esprit qui lui permettait de s'élever au-dessus des
des passions. Et je pense que pour ma génération et pour la génération qui m'a suivi, c'est cela qu'on retenait particulièrement. Un homme qui n'était pas là pour témoigner à des fins de guerre civile, mais au contraire de réconciliation. Il mettait beaucoup de noblesse dans son propos et il tirait tout le monde vers le haut, d'une certaine manière. Vous savez, quand Pierre Messmer est mort, ancien ministre de la Défense, il est l'homme qui a été le ministre de sa condamnation. C'est l'homme qui a veillé à ce que, comme ministre des armées, on disait à l'époque, la justice militaire s'applique de manière la plus stricte possible à l'égard de ceux qui avaient désobéi. Et Messmer a toujours tenu ce rôle ingrat de la loi et de la justice qui devait s'appliquer de manière implacable. Et j'ai appelé Élie Samar en lui disant je voulais vous annoncer que Pierre Messmer était mort. Il y a eu un grand silence au téléphone et il m'a dit la chose suivante: ce qui nous opposait, ce qui nous avait posé au cours de notre vie n'est rien à côté de la mort et à côté de ce grand mystère dans lequel vient d'entrer Pierre Messmer. Il m'a transmis le sens du pardon. J'étais là lorsqu'il a reçu von Kageneck dans cette maison, dans cette pièce. Et lorsque ces deux hommes se sont retrouvés face à face, un Allemand et un Français, avec tout le poids de ce qu'ils avaient vécu l'un et l'autre, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Et on sentait le poids du pardon qu'ils se donnaient à travers cette accolade, de cette aventure qu'ils allaient vivre puisqu'ils voulaient témoigner ensemble. Et on voyait le poids de tous les hommes qui étaient tombés à leur côté, tous ces hommes qui étaient morts, qu'ils portaient sur leurs épaules, qu'ils portaient dans leur sillage. Et pour moi, ça a été quelque chose de très très fort. Un de ses amis déportés qui s'étonne qu'on parle allemand à la Légion. On parle principalement allemand. Plus de la moitié des effectifs sont allemands parce que ce sont des soldats perdus de la Wehrmacht, peut-être même de la Waffen-SS qui servent. Et donc selon les codes de la société civile, Élie Samar est au milieu de ces anciens bourreaux, pour ainsi dire. Ça devrait lui être insupportable. Mais non, justement, parce qu'à la Légion, tout a été remis à plat. Élie accepte ce jeu et il va commander des hommes qui peut-être sont, de manière symbolique, ces anciens bourreaux. Et ça ne va pas le déranger. Et d'ailleurs, il parlait de manière assez mystérieuse du respect, voire de l'admiration, qu'il avait pu avoir pour un certain nombre de soldats dont il ne savait rien du passé, qui était peut-être un passé extrêmement répréhensible, mais parce que ces hommes étaient, aux yeux de la Légion, d'admirables soldats au service de la France. Parce qu'à la Légion étrangère, les codes sociaux, les noms, les diplômes n'ont aucune importance. Chacun a remis d'une certaine manière tout à plat. Je parle des soldats pour l'essentiel, mais tout a été remis à plat et tout doit être reconstruit sur un certain nombre de valeurs, notamment le courage, la loyauté et la personnalité de chacun. Et cette société-là, Élie Samar avait évidemment y être beaucoup plus à l'aise, tout en vivant des choses inouïes. Ça, c'était une deuxième famille, c'est-à-dire qu'on le voyait avec les légionnaires comme il était avec nous. Je trouve qu'il a, durant cette deuxième vie, il a charrié dans son sillage, papa, comme un long fleuve puissant et tranquille, énormément de personnes, dont beaucoup d'anciens légionnaires, de jeunes légionnaires, qui se référaient à lui, qui lui racontaient beaucoup de choses, avec qui il partageait énormément de choses. Pour moi, c'est vrai que ces légionnaires, ça a été vraiment des ombres et des personnages dans notre vie, qui ont toujours été omniprésents, soit en photo. Partout autour de lui, il avait les photos de ses légionnaires qui étaient morts à ses côtés. Il les avait toujours à ses côtés. Et nous avons grandi, nous avons vécu avec l'ombre de ces légionnaires
qui était un peu gardien aussi, qui représentait beaucoup de choses pour nous. Il va méditer et forger d'une certaine manière un message, et quand il va commencer à le délivrer, là il va devenir tout à fait impressionnant, puisque il a suscité une sorte d'admiration et de respect absolument unanime. Et cet homme qui était quand même plongé dans les grandes guerres civiles françaises, que ce soit la guerre de 40-45 ou la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, des lieux de fractures et de déchirures, il était au cœur de ces fractures, il devient un homme d'unité, presque d'unanimisme. Très peu de gens ont pris la parole pour critiquer Elie de Saint-Marc. Des gens à gauche, des gens à droite, des intellectuels de tous bords saluaient cet homme et son discours de sagesse, de réconciliation et puis d'élévation. Il s'est rendu compte de tout le travail qu'il y avait à faire pour dire sa part de vérité. Et puis je crois qu'il y avait toute cette cohorte de soldats qui étaient morts à ses côtés, qu'il portait depuis pas mal d'années dans son cœur, et pour eux, il a ressenti le besoin de parler, de dire ce qu'il avait vécu avec eux.